À vous la parole, docteur Tanji. Bon, bonjour tout le monde. Alors, je vais essayer en 30 minutes de vous présenter, de vous parler un peu de la résistance des adventistes aux herbicides dans le cas du Maroc. Alors voilà, et bien sûr, le Maroc fait partie donc de ces pays infestés avec certaines adventistes résistantes. Et sachant bien qu'à l'étranger, la résistance des adventistes est apparue depuis 1957. Donc, on a vu déjà le premier cas en 1957. C'était le premier cas de résistance de la carotte sauvage, Docus carota. Et ensuite, dans le cas du rail gras, le premier cas a été signalé donc en 1982 en Australie. C'est bien l'Olium rigidum que nous avons au Maroc. Et en 1986, on a eu déjà 50 espèces résistantes aux différents herbicides. En 2005, 182 espèces ont été recensées donc comme résistantes aux herbicides. Donc, il y avait des dicos et des monos, essentiellement des graminées. En 2017, par exemple, il y a eu plus que 250 espèces résistantes donc, aux différents herbicides. C'est pour vous dire que le problème de résistance n'est pas localisé seulement au Maroc, c'est un problème donc, général qui existe depuis déjà 1957 et ça concerne plusieurs herbicides et plusieurs mauvaises herbes. Avant d'aller plus loin dans cet exposé, je vois que c'est nécessaire de définir un peu quelques mots. En particulier, on peut commencer par la résistance pour bien expliquer aux gens ce que ça veut dire résistance. La résistance aux herbicides est la capacité héréditaire d'une plante de survivre et de se reproduire après une exposition à une dose d'herbicide qui serait normalement mortelle pour la plante sensible. C'est-à-dire, on utilise la dose recommandée, telle que est signalée sur donc, le prospectus, dans les conditions optimales, et on n'arrive pas à avoir un très bon résultat, sachant bien que cette dose est normalement détruite. Cette dose normalement détruit donc l'espèce qui est cible. Donc, généralement, un très bon traitement, c'est lorsqu'on obtient, par exemple, plus que 90% d'efficacité. Entre 90 et 100% d'efficacité, c'est un excellent traitement, c'est un excellent produit, donc dans les conditions optimales. Si on n'obtient pas vraiment une bonne efficacité, c'est-à-dire une excellente efficacité, là, il y a un problème et il faut suspecter soit la résistance, soit la tolérance. Alors, on va voir par la suite la définition de la tolérance. C'est que la tolérance, avec la tolérance, on n'arrive pas à avoir une efficacité dans les conditions optimales. La suite. La tolérance aux herbicides est la capacité inhérente d'une espèce à survivre et se reproduire après un traitement herbicide. On fait un traitement, soit le traitement est vraiment retardé, soit le traitement vise une autre cible qui n'est pas sensible, soit l'herbicide vise une culture qui est déjà par exemple, dans le cas des céréales, si on traite une céréale, par définition, elle est tolérante parce que la dose qu'on utilise dans une céréale ne va jamais contrôler la céréale, ne va jamais affecter la céréale. Donc, la céréale tolère donc, cet herbicide. Par contre, il y a les mauvaises herbes qui devraient être très sensibles, surtout à un stade très jeune. Par contre, si on fait des traitements tardivement, et on aura certainement un problème de tolérance. La suite. Alors, le mode d'action. Le mode d'action, c'est le mécanisme biochimique utilisé par un produit phytosanitaire pour entraîner la mort du bioagresseur visé, que ce soit, par exemple, dans notre cas, il s'agit bien des adventices. Donc, il est essentiel de prendre en compte ce paramètre
pour éviter l'apparition de la résistance aux herbicides ou bien pour contrôler les adventices résistantes à ces herbicides. Donc, le mode d'action, c'est un mécanisme, et ça, c'est très important à connaître parce que avec l'apparition de la résistance, il faut bien noter donc le mode d'action de l'herbicide que l'agriculteur va utiliser, comme ça pour l'année prochaine changer et acheter et utiliser d'autres herbicides qui ont d'autres modes d'action. Parce que si on continue à utiliser des produits qui ont le même mode d'action, donc on finit par développer la résistance. La suite. Alors, le site d'action. La cible d'un produit phytosanitaire est appelée site d'action. Donc, il y a un site d'action, généralement une enzyme. Et on a intérêt en tant qu'ingénieur, en tant que technicien, c'est-à-dire à comprendre que chaque herbicide agit. Donc, il y a un site d'action qui est très sensible, qui est visé par l'herbicide. Le site d'action est généralement une enzyme qui est indispensable au métabolisme de la plante. On va parler tout à l'heure des herbicides inhibiteurs de l'acétylenzyme A carboxylase, une enzyme qui est visée par non seulement un herbicide, non seulement par une famille d'herbicides, mais par plusieurs herbicides qui appartiennent à différentes familles chimiques. On va parler tout à l'heure de ALS, qui est une enzyme, acétolactate synthèse, donc ALS, qui est également visée par plusieurs herbicides que nous avons au Maroc. Donc, les techniciens, les ingénieurs sont invités à bien connaître donc le mode d'action et le site d'action de chaque herbicide. D'accord. La suite. La résistance croisée. Donc, lorsqu'on parle de la résistance, il y a plusieurs types de résistance. Donc, ce qui nous concerne au Maroc, par exemple, la résistance croisée est le phénomène dans lequel une mauvaise herbe est résistante à deux ou plusieurs herbicides ayant le même mécanisme d'action. Par exemple, je prends l'exemple de FOP et DIM. Ils ont la même action, sont toujours inhibiteurs d'une seule enzyme, de la même enzyme. Donc, à ce moment-là, on parle de résistance croisée, c'est-à-dire on a une mauvaise herbe, je prends le cas du rail gras qui résiste au FOP, il résiste également au DIM, qui ont le même mode d'action. Donc, c'est une résistance croisée. Dès qu'on a une mauvaise herbe qui résiste à un premier herbicide, il y a une forte chance que ça résiste également à d'autres herbicides. S'il résiste à un FOP, il y a une forte chance que qu'elle résiste à d'autres FOP et même au DIM et même au DEN. Hein, c'est le cas du rail gras que nous avons au Maroc. Une résistance croisée peut également se produire par le transfert de pollen entre les individus et avoir des semences par la suite qui donnent des descendances résistantes. Si on a des semences d'une plante résistante, alors ces semences-là vont donner des plantes totalement résistantes. Donc, c'est une descendance. Il y a toutes les descendances seront résistantes et ça va donc continuer à exister pendant plusieurs années et donc la suite. On peut également parler de la résistance multiple. Alors, la résistance multiple est le phénomène dans lequel une adventice est résistante à deux ou plusieurs herbicides ayant les mécanismes d'action différents. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure une enzyme qui s'appelle ACCase et une enzyme qui s'appelle ALS. Et lorsqu'on parle de la résistance multiple, donc il y a un premier cas de résistance donc, à une enzyme, l'ACCase par exemple, et par la suite, donc, quelques années plus tard, il y aura résistance certainement à une deuxième enzyme, etc. Donc, finalement, il y a résistance à deux ou plusieurs herbicides qui ont des mécanismes donc d'action différents et ça devient résistance multiple, c'est-à-dire à plusieurs herbicides qui appartiennent à différentes familles qui ont différents modes d'action.
D'accord? Une résistance multiple peut également se produire par le transfert de pollen et bien sûr la descendance sera également, va donner des plantes résistantes aux différents herbicides. La suite. Alors, mécanisme de résistance. Il y a deux mécanismes qui rentrent en jeu. Soit chaque mécanisme est à part, soit les deux peuvent être conjugués dans une espèce, par exemple. Alors, résistance par mutation de cible. La cible visée par l'herbicide a subi une mutation. Donc, il y a une mutation génétique. Donc, cette mutation donne pratiquement une résistance soit à un herbicide, soit à plusieurs herbicides qui appartiennent à la même famille, soit à plusieurs herbicides qui appartiennent à différentes familles ou bien qui ont différents modes d'action. Deuxième cas de résistance, c'est la résistance par détoxication, c'est-à-dire la plante développe des enzymes qui dégradent les molécules de l'herbicide et les rendent inactives. Ça aussi, c'est possible. Ça peut donner donc la résistance, mais en général, il y a les deux, c'est-à-dire résistance par mutation de cible et résistance par détoxication. La suite. Les facteurs qui augmentent le risque de résistance. D'accord? Alors, je vais expliquer, c'est-à-dire les causes. Ici, on parle des causes de la résistance. Est-ce que lorsqu'on parle de la résistance d'une mauvaise herbe, est-ce que c'est la faute à la mauvaise herbe? Est-ce que c'est la faute à l'herbicide ou bien c'est la faute à l'agriculteur qui a mal utilisé les herbicides? Donc, il y a trois choses. Et généralement, il faut que ces trois choses arrivent en même temps pour avoir la résistance. Premièrement, l'herbicide. L'herbicide, c'est-à-dire on donne, il y a une forte chance d'apparition de la résistance s'il y a une utilisation fréquente d'herbicides ayant le même mécanisme d'action. Si on continue à utiliser un herbicide plusieurs années dans la même parcelle, ou bien des herbicides qui ont le même mode d'action plusieurs années, à ce moment-là, cet herbicide donc, peut devenir inefficace et ça va donner, donc c'est la résistance. Deuxième, c'est herbicide à efficacité très élevée. Moi, je me rappelle des FOP et des DIM. Lorsqu'on avait commencé à utiliser ces FOP et ces DIM dans les céréales et dans la betterave, c'était très apprécié par les agriculteurs parce qu'on obtient vraiment des efficacités très élevées, presque 100% d'efficacité, et les agriculteurs appréciaient ces types d'herbicides qu'on a utilisés, par exemple, dans le cas de la betterave à sucre, hein, et rotation betterave-blé, hein, à ce moment-là, c'est-à-dire avant les années 2000, et finalement, ces herbicides qui donnaient vraiment des efficacités excellentes, presque 100%, ne laissaient pas de chance au reste, c'est-à-dire il y avait très peu de plantes qui échappaient au traitement. C'est pratiquement moins de 1% qui échappent au traitement et qui finalement restent dans les parcelles. Et à ce moment-là, c'est un facteur qui peut aboutir à l'apparition de la résistance. Donc, il y a le côté herbicide, soit utilisation fréquente des herbicides ou bien des mêmes herbicides qui ont le même mécanisme d'action, soit les herbicides qui ont des efficacités vraiment très élevées. Deuxième deuxième facteur qui peut conduire à la résistance, c'est les mauvaises herbes. Actuellement, on a 3 mauvaises herbes qui résistent aux herbicides dans le cas du Maroc. Et lorsqu'on analyse pratiquement une à une, on trouve que chaque plante produit un nombre très élevé de semences par plante. Ça aussi, ça donne une grande chance d'apparition de la résistance. On peut trouver également de grandes densités de ces mauvaises herbes qui résistent chez nous au Maroc, par exemple. Ça donne vraiment de grandes densités dans les champs, que ce soit céréales, betteraves ou autres. On peut trouver jusqu'à 1000 plantes par mètre carré ou même plus. Et ça donne une grande chance d'apparition de la résistance. Et bien sûr, ces mauvaises herbes-là ont généralement une grande diversité génétique.
Voilà, il y a le côté herbicide, il y a le côté adventice, hein, qui sont vraiment très spécifiques. Et troisième facteur qui encourage ou bien qui peut donner la résistance, c'est l'utilisation et pratiquement les facteurs agronomiques. Alors à ce moment-là, on parle surtout de la rotation des cultures parce que l'apparition de la résistance, hein, est généralement très peut arriver s'il y a une monoculture, par exemple la monoculture, ou bien des rotations très courtes. Hein. Dans le cas de Doukwela, par exemple, là où je connais très bien Doukwela, c'est-à-dire on avait la résistance au ray gras parce que, surtout dans un périmètre, hein, où on fait généralement betterave-blé, betterave-blé, betterave-blé. Donc, c'est une rotation de 2 ans et c'est une rotation très courte qui n'est pas diversifiée. Hein, il n'y a pas de diversification de culture et on a fini par développer rapidement la résistance, c'est-à-dire depuis pratiquement une vingtaine d'années. Voilà, il y a 3 facteurs qu'il faut prendre en considération. Facteur herbicide, facteur mauvaises herbes et facteur donc, agronomique. Quel est l'impact de la résistance? Alors, parce qu'on parle aujourd'hui, on a déjà parlé dans un séminaire précédent de la résistance et on va continuer à parler de la résistance parce que vraiment, ça a un impact à différents niveaux. Et il est essentiel de parler de ça et de faire beaucoup de recherches et trouver la solution à cette résistance. Donc, il y a un impact et on peut parler, par exemple, premièrement, la résistance des adventices aux herbicides est un problème. C'est un vrai problème pour les agriculteurs, premièrement, parce qu'on ne peut pas continuer à produire et à faire de l'agriculture s'il y a une mauvaise herbe qui résiste et qui développe vraiment une densité très élevée dans les parcelles. C'est un problème pour l'industrie phytosanitaire parce qu'il faut faire beaucoup de recherches, il faut chercher les produits, il faut homologuer les produits, hein, et il faut éduquer les agriculteurs comme ce séminaire d'aujourd'hui. Donc, il faut organiser et je remercie très bien Syngenta d'avoir pensé à organiser ce genre de visioconférence pour éduquer les agriculteurs et qu'ils soient informés. La résistance également, c'est un problème pour les chercheurs parce qu'au lieu de travailler sur autre chose, on travaille sur la résistance pour savoir les mauvaises herbes qui résistent, leur importance, leur répartition, les choses qu'il faut mettre et les techniques pour les contrôler, etc. Et également, la résistance, c'est un problème pour les vulgarisateurs parce qu'il faut organiser des journées, il faut sensibiliser les agriculteurs, etc. Donc, finalement, la résistance des adventices aux herbicides est un vrai problème pour les agriculteurs, l'industrie phytosanitaire, les chercheurs, les vulgarisateurs et pour toute la communauté. Deuxièmement, la résistance. Non, je n'ai pas terminé, merci. Alors, le deuxième point, c'est que la résistance aux herbicides est l'un des principaux problèmes qui menacent les systèmes agricoles durables. Si on a une mauvaise herbe qui résiste, est-ce qu'on va continuer à utiliser la même rotation, les mêmes cultures, ou bien il faut changer de méthode? Et là, ça devient un peu compliqué parce qu'il faut changer les techniques de labour, il faut changer les herbicides, il faut changer les dates de semis, hein, etc. Et il faut diversifier les cultures, etc. Et voilà, tout ça, c'est vraiment, ça menace tout le système agricole qu'on a suivi. Moi, je vous parle de la rotation binaire, blé-betterave. Alors, qu'est-ce qu'il faut proposer aux agriculteurs? Hein? Vraiment, il faut faire des recherches pour trouver s'il y a une troisième culture qu'il faut ajouter, peut-être une quatrième culture, laquelle? Je ne sais pas. Donc, il faut diversifier les cultures, il faut changer les dates de semis. Hein? Au lieu de semer en novembre, quelle est la date qu'il faut proposer? Je n'en sais rien. La betterave, généralement, commence au mois d'octobre. Est-ce qu'il faut changer la date de semis de la betterave? Il faut discuter, négocier avec Cosumar, hein, etc. Donc, ça devient un problème qui menace donc le système agricole, tout le système agricole durable. Et un autre point, c'est que la résistance aux herbicides augmente la complexité, souvent le coût des programmes de lutte, parce qu'on va changer certainement les herbicides
qui risque de coûter cher, qui risque de ne pas être, par exemple, le cas d'herbicides. On a l'habitude d'utiliser des post-levés, il faut passer au prélevé, donc il faut éduquer les gens, donc ça change. Peut-être il y a le problème de coût en argent, combien ça va coûter par hectare pour utiliser un nouveau herbicide efficace sur les résistantes. Hein? Et il faut un système de labour, un retard de semis. Si je retarde le semis, est-ce que je vais garder le potentiel de production, hein? Etc. Donc, il y a, franchement, la résistance pose des différents problèmes à différents niveaux. Suivant. Alors, au Maroc, on parle depuis pratiquement l'an 2000 de plusieurs espèces qui ont résisté aux herbicides. Et j'aimerais bien parler de 3 cas aujourd'hui. Donc, on commence par le premier cas. Hein, diapo. Le premier cas qu'on a vu au Maroc, c'est le rail gras, l'Olium rigidum, le medhoun. Alors, le medhoun, c'est une graminée annuelle. Donc, les gens, c'est-à-dire avant l'an 2000, il y avait peut-être une mauvaise utilisation, peut-être un abus d'utilisation dans le cas de la rotation courte, hein, dans le cas du koala par exemple, betterave blé. Donc, et à partir de l'an 2000, on a confirmé qu'il y a vraiment, ce n'est pas un rail gras normal, c'est un rail gras qui a résisté aux herbicides et voilà qu'il faut prendre en considération. Et pratiquement, les sociétés phytosanitaires ont été averties à temps, l'Office, l'ORMVA, COSUMAR, etc., pour essayer de travailler sur cet aspect-là de résistance de rail gras. Donc, 2000, c'est l'apparition d'Adoukwela, pas entièrement dans Doukwela, mais quelques CMV ou bien CDA qui se trouvaient du côté de Tnin el-Gharbia. Tnin el-Gharbia, c'est pratiquement du côté de Safi, c'est le sud. Et bien sûr, avec le temps, il y a eu migration de cette résistance jusqu'à occuper pratiquement actuellement tout le périmètre de Doukwela. Donc, on est en 20 ans, ou bien moins que 20 ans, maintenant, on trouve un rail gras résistant partout, dans tout le périmètre de Doukwela, pratiquement sur 100 000 hectares. D'accord? 2010, donc, j'ai vu des cas de résistance en Chaouia, au Tedla, et en 2015, on parle déjà de la résistance dans certaines fermes, donc au Gharb. Donc voilà, c'est-à-dire également, lorsqu'on parle de la résistance, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a un déplacement de la paille, un déplacement des produits agricoles, un déplacement du fumier d'une région à l'autre. Donc, si on a une résistance à Doukwela, ça va passer automatiquement une année ou 2 années plus tard dans les régions voisines. Hein? Donc, Doukwela, ça va passer en Chaouia, ça va passer aux autres régions limitrophes et ça continue comme ça à travers tout le Maroc. Diapo, prochaine diapo. Alors, voilà, c'est le rail gras, le medhoun. C'est une plante annuelle. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça produit des milliers et des milliers de semences par plante. Hein? Et voilà, donc on peut trouver des densités carrément, vraiment des densités phénoménales dans les champs. Et ici, la photo des plantules, ça donne vraiment une panicule, hein? Une seule panicule avec plusieurs germinations. D'accord? La suite. Voilà, un champ de Atnil Gharbia, par exemple, de Koala, qui est infesté. C'est une betterave qui est infestée avec le rail gras résistant dans un champ à Atnil Gharbia ou de Koala. Et on peut dénombrer pratiquement, je ne sais pas, 1000 plantes ou plus que 1000 plantes par mètre carré. La suite. Ça, c'est un champ très infesté, c'est un champ de blé infesté avant l'apparition de ces herbicides, donc qui seront présentés tout à l'heure. Avant, donc, il y avait pratiquement, voilà, des champs très infestés avec le rail gras résistant. Et puisqu'on parle aujourd'hui des multiplicateurs de semences, ça, c'est un champ qui est refusé automatiquement. Donc, Sonacos n'accepte pas ce genre de situation. On ne peut pas livrer donc la production à Sonacos et le champ risque d'être refusé après la visite
de la commission au mois de mars, avril, la commission va donc refuser ce champ, ces types de champs qui sont très, très infestés avec le raie gras. Voilà, c'est-à-dire au stade épiaisant, il y a possibilité d'avoir vraiment des champs très infestés, champs de blé tendre qui est irrigué, voilà, irrigué toute l'année. Et voilà, et l'agriculteur va certainement connaître une faible production et très infesté avec le raie gras résistant. Et comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a un produit, hein, soit les graines, soit la paille, ils seront très infestés par le raie gras résistant qui risque de passer vers d'autres régions. Autre chose, c'est le stock de semences, parce qu'il y aura un exposé aujourd'hui sur les stocks semenciers par Gaël. Donc, ça va. Donc, il y aura beaucoup de réserves, beaucoup de semences qui vont passer, qui seront stockées. Donc, il y aura un stock semencier dans le sol phénoménal, donc il faut gérer pendant plusieurs années. Alors, une deuxième mauvaise herbe qui résiste aux herbicides au Maroc, c'est le coquelicot Bl'Aman. Alors, Bl'Aman également, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il a résisté parce que chaque plante produit des milliers de semences. Et voilà, on a un stock de semences très élevé. Et il y a eu pratiquement, à partir de l'an 2000, il y a des cas de résistance, surtout à Sfro. Et ensuite, par la suite, on a vu des cas au Tadla, voilà, dans un périmètre irrigué, toujours avec des résistants, avec des rotations culturales très courtes, avec une surutilisation d'herbicides, etc. En 2017, on a déjà des cas de résistance au SEIS, tout le SEIS, parce que Sofro, ça passe directement au SEIS, qui est une très grande région agricole. Et voilà, on a déjà le périmètre du Tadla qui est infesté et le SEIS qui est infesté. Et dans le futur, certainement, il y aura les régions limitrophes qui seront certainement, qui vont connaître la résistance. La suite. Voilà, Bl'Aman. Voilà, c'est-à-dire si on a un champ très infesté, hein, par Bl'Aman, ça ne va pas être apprécié par donc Sonacos ou par l'agriculteur lui-même et ça dérange. Donc, et ça réduit premièrement le potentiel de production et ça va générer, ça va donner donc ça va donner un grand stock semencier dans le sol qui va rester dans le sol et infester donc la parcelle pendant plusieurs années. La suite. Une troisième espèce de mauvaise herbe qui résiste aux herbicides, c'est le chrysanthème. Il y a eu apparition vers 2013, donc la résistance dans le périmètre du Tadla. Et 4 ans plus tard, on a vu des cas, Asfro, Seis, Orarb, etc. Donc finalement, ça passe d'une région à l'autre. Et voilà, on a déjà 3 espèces qui résistent aux herbicides. Voilà le chrysanthème. Il s'agit bien de 2 variétés. Il y a la variété concolore ou bicolore. Donc, c'est toujours la même espèce, 2 variétés. Variété bicolore, 2 couleurs sur les fleurs, ou bien concolore avec une seule couleur jaune. Donc, voilà, ça produit également énormément de semences. Et voilà, il y a déjà des problèmes dans le Rarb et peut-être dans d'autres régions. Voilà, on a parlé de la résistance. Je termine peut-être par les techniques. Encore 5 minutes. Encore 5 minutes, c'est tendu. Okay. Merci, je vais essayer de terminer en 5 minutes. Je veux juste parler aux collègues, des techniques pour confirmer la résistance. Parce qu'il ne faut pas qu'un ami ou bien un agriculteur vous dise « Ah, j'ai une mauvaise herbe qui résiste hein, », pas oralement. On ne peut pas dire oralement voilà, ça résiste pas. Il faut confirmer ça avec des tests scientifiques et on a 4 méthodes pour détecter la résistance. Il n'y a pas une seule méthode, il faut utiliser pratiquement 1 ou 2 ou 3 ou même les 4 méthodes pour bien vérifier, bien confirmer la résistance. Premièrement, il y a le risque test de Syngenta qui est résistance in-season quick. C'est rapide. Pourquoi rapide? Parce qu'en 10 jours, on peut avoir le résultat.
Aujourd'hui, c'est mardi. D'ici donc la semaine prochaine, on peut avoir le résultat parce qu'il s'agit d'une méthode très rapide. C'est le quick test. Donc, c'est un test rapide. Il faut juste des boîtes pétries, des plantules, un peu d'agar et les herbicides pour voir si ça va donner une efficacité ou pas d'efficacité. Sur cette boîte pétrie en bas à gauche, pratiquement toutes les plantules ont péri. Donc, finalement, il y a sensibilité. Hein, et sur les trois autres, c'est pratiquement des témoins ou bien des résistances. On passe. Suivante. Alors, deuxième méthode pour détecter la résistance, pour confirmer la résistance, c'est la méthode de l'étude dans la serre. Et voilà. Donc, c'est une évaluation des traitements au bout de 3 semaines parce qu'il faut pratiquement traiter. Et donc, premièrement, il faut cultiver ça dans la serre et attendre, par exemple, 2 ou 3 feuilles, le stade 2 ou 3 feuilles pour faire un traitement dans la serre et attendre la réaction des plantes et la réponse des plantes. Et croyez-moi qu'il faut minimum 2 semaines pour voir le résultat. Pas moins. Il faut vraiment attendre 2 à 3 semaines pour voir le résultat. Et à ce moment-là, le résultat soit sous forme de pourcent de contrôle, soit on note le pourcentage d'efficacité, soit on note les plantules qui ont survécu. Si je traite 10, je ne sais pas, il y a combien qui vont mourir et combien ils vont survivre. Et là aussi, c'est une méthode d'évaluation. D'accord? Alors, je vois le témoin, c'est les pots et les plantes sont toujours en bon état. Dans le cas de l'herbicide 2, les plantes sont toujours en bon état, c'est-à-dire résistantes. Ça a été traité avec l'herbicide numéro 2, les résistances. Ça c'est visible, c'est évident. Et bien sûr, l'herbicide 1, il y a une sensibilité. Donc, voilà. Suivant. Voilà un exemple, c'est-à-dire pourcentage de plantules de Raigra ayant survécu aux herbicides 21 jours après le traitement. Et voilà, on a pris, c'est le cas du Raigra, ça c'est un cas réel. C'est une étude qui a été réalisée l'année dernière, en 2019-2020. Origine des populations, j'ai pris le Raigra de Tnil Gharbia, Sidi Ben Nord, Souk Ouled Nma, c'est-à-dire Tedla, Termest Ouled Nma et Bouzkoura Chaouia. Voilà. Donc, on a différentes populations. On a différentes populations des 3 régions, Chaouia, Tedla et Doukwela. Et dans la première colonne, on voit déjà qu'il y a un effet de l'herbicide. Il y a un effet. Il y a quand même donc efficacité excellente, par exemple, sur certaines, c'est en vert. Hein, et ça, c'est le nombre de plantes, d'accord? Pourcentage du nombre de plantes qui ont survécu. Ça, c'est le pourcentage de plantes qui ont survécu après les traitements. Le cas de l'herbicide 2, pas de réaction des plantes, donc c'est une résistance. Il y a pratiquement une inefficacité de l'herbicide numéro 2. Suivant. Alors, la troisième méthode, c'est le séquençage de l'ADN. Ça, c'est une méthode qu'on n'utilise pas actuellement au Maroc, mais c'est un travail qui a été réalisé en Belgique dans un laboratoire. Ce sont des tests biotechnologiques au labo pour chercher la position des mutations des gènes responsables de la résistance. Actuellement, quand vous regardez la position là, les différentes positions, soit I 1781, soit W 1990. Ça, ce sont des positions donc sur l'ADN. Et ce qu'on a trouvé pour 5 populations du Maroc, c'est que le Raigra marocain résiste, c'est-à-dire le Raigra marocain résistant aux herbicides, possède au moins 2 mutations. Il possède au moins 2 mutations, sur le gène de l'ACCase, opposition I 1781 et I 2041. Pour l'instant, il y a 2 mutations. D'accord, la suite. La suite, s'il vous plaît. Donc, une dernière méthode d'étude pour confirmer la résistance, c'est le champ, bien sûr. Alors, ça, c'est une technique très, très facile, donc, mais il faut avoir un champ très infesté avec un Raigra résistant. Et tu fais, donc, on fait
les traitements comme il faut et on fait des évaluations à partir de 2 semaines après les traitements. La suite. Alors, situation du rail gras, par exemple, ou du là, je passe rapidement. Oui. Et alors, ça, je vous donne l'exemple du rail gras. Par exemple, Nil Gharbiya, et là, c'est Boulaouane. Donc, ça, c'est pratiquement un coin d'un coin à l'autre. À partir de 2000, on a vu la résistance dans 2 CDA. Hein. Par la suite, il y a eu une dizaine de CDA au bout de 2 ans. À partir de 2004, on a déjà plusieurs CDA et la totalité en 2008, 2010, on a déjà tout le périmètre qui est infesté en 10 ans. D'accord? La suite. Voilà, je vous ai montré tout à l'heure ça, c'est une photo qui montre le rail gras résistant à pratiquement 1000 pieds par mètre carré. Suivant. Conclusion. Alors, conclusion, c'est que la résistance du rail gras, du coquelicot, du chrysanthème aux herbicides est confirmée au Maroc. Donc, pour l'instant, on parle de 3 espèces, mais certainement, il y aura dans le futur une 4e, une 5e, une 6e, parce que franchement, c'est la nature qui répond aux herbicides. Il y a toujours des choses dans la nature. Il faut suivre. Hein, il faut qu'il y ait un suivi à travers tout le Maroc pour savoir s'il y a de nouveaux cas de résistance, de nouvelles espèces qui résistent. Deuxième point, c'est que la résistance s'est développée suite au traitement répété avec des herbicides ayant le même mode d'action. Et dans le cas de courte rotation biennale, qui donne rapidement la résistance. Troisième point, c'est que dans le cas du rail, la résistance est due à la mutation des gènes. Donc, on a trouvé 2 mutations. Dernier point, c'est que la résistance concerne 3 grands périmètres irrigués de Koualata de l'Aïl Gharb et 2 régions non irriguées, Chaouia et Saïs, et menace carrément l'agriculture marocaine. Je crois que j'ai terminé mon exposé. Merci. Je vous remercie tout le monde. Merci, Tanguy. Merci à vous. Merci beaucoup, Tanguy. Merci à vous, Dr Tanguy. Donc, merci pour cette présentation très intéressante, riche en informations. Donc, là, maintenant, j'enchaîne avec une partie très importante, donc celle du sondage, à travers laquelle on vise avant tout d'interagir avec vous et d'échanger lors de cet événement virtuel. Donc, à travers ce sondage, on va essayer de récapituler les points essentiels développés par M. Tanguy et aussi de détecter les points sur lesquels il faut rebondir et expliquer davantage dans la partie discussion. Donc, je vous informe que vous pouvez répondre à ce sondage directement à travers l'écran de votre ordinateur ou téléphone. Ça dépend de l'appareil sur lequel vous êtes connecté. Je lance tout de suite le sondage et je vous donne 2 minutes pour répondre. Donc, pour la première question, en quelle année est apparue la résistance du rail gras au Maroc? 2000, 2005, 2010. La deuxième question, vous pouvez cliquer sur « Suivant ». En combien de temps peut-on avoir le résultat du risk test de résistance de Syngenta? La troisième question, quelles sont les 2 mauvaises herbes dicotylédones citées, résistantes à certaines familles chimiques? C'est un sondage anonyme, j'espère. Hein. Oui, c'est anonyme. Donc là, on est à 41% des participants qui ont voté. La deuxième question, s'il vous plaît. Oui, dites-moi. La deuxième question, s'il vous plaît. C'est Khalid Ben Slimane répond directement sur le Zoom. Ok. Allez, tu peux renseigner. Je partagerai avec vous tout de suite les résultats. Donc, je mets fin au sondage. Donc, pour la première question, il est clair que c'est 2000 qui a gagné. D'ailleurs, c'est la bonne réponse. Pour la deuxième question... On ne voit pas les résultats. Ah, voilà. C'est en cours. Je pense maintenant, c'est bon. Ouais. C'est bon. Pour la deuxième question, c'est 10 jours. 76% ont répondu oui. Donc, c'est gagné.
Pour la troisième question, c'est bien évidemment le coquelicot et la chrysanthème, à 92% de réponses justes. Bien sûr, Monsieur Tanzi, vous pouvez noter vos commentaires et expliquer davantage au niveau de la partie discussion, la dernière partie de notre webinaire. Merci pour votre participation. Bravo à et tous. Donc, je cède la parole à Gaël pour présenter sa partie relative à l'expertise Syngenta en termes de la gestion de résistance des adventices. En tout cas, on a eu la moyenne. On est au-dessous de la moyenne, c'est bien. Oui. Ah oui, on a bien réussi. Hein. Ouais. Bravo. On a bien travaillé. Oui, je pense que... C'est bien. Gaël, c'est à toi. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? Mariam, est-ce que tu peux partager mes slides, s'il te plaît? Et en cours, Gaël, tout de suite. Attention, il y aura un deuxième sondage après ma présentation, donc il faut rester concentré. Ouais. Bonjour, donc je me représente vite fait. Donc Gaëlle de Goupil, je travaille chez Syngenta à Bâle en tant que responsable technique chargée des projets herbicides au niveau mondial. Et je suis spécialisée dans le management durable des mauvaises herbes et la résistance aux herbicides plus particulièrement. Donc, je suis très honorée d'avoir été invitée par l'équipe de Syngenta Maroc pour parler à ce webinaire. Et merci, Dr Tanji, pour votre présentation. Donc, j'essaye de ne pas faire de doublons. Donc, je vais parler plutôt de la gestion raisonnée du stock semencier adventiste. Donc, vous avez bien posé les bases, les définitions et la situation au Maroc. Et moi, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe dans le reste du monde et les grands principes et la stratégie 3A de Syngenta pour gérer ce problème de résistance. Alors, je suis venue à quelques chiffres. Le professeur Tanji on a déjà partagé au début. C'est un petit peu ce qui se passe dans le monde au niveau de la résistance pour montrer qu'il y a un peu de résistance au Maroc, mais ce n'est pas le seul pays à avoir des problèmes de résistance. Aujourd'hui, ce n'est pas facile de faire un constat, ce n'est pas facile de compter, mais on sait qu'il y a au moins 502 cas uniques de résistance dans le monde. 502 cas uniques, ça veut dire qu'on a déjà vu la résistance à une molécule herbicide dans une espèce de mauvaise herbe. Donc, ça fait quand même beaucoup de cas possibles. Après, évidemment, il y a ça, c'est la qualification. On a la quantification derrière qui est plus compliquée. On sait que la résistance est apparue dans au moins 70 pays dans le monde et qu'elle concerne 23 modes d'action herbicides. Dr Tanji a bien défini tout à l'heure ce que c'était qu'un mode d'action. Je crois qu'il y a environ 25 ou 26 modes d'action commercialisés, quoi. Donc, en fait, tous les modes d'action commercialisés sont plus ou moins affectés par la résistance. Et ça concerne 167 herbicides. Parce qu'évidemment, on a beaucoup plus d'herbicides qu'on a de modes d'action. On reviendra là-dessus plus tard. Il y a 108 graminées qui ont déjà démontré de la résistance à certains herbicides et 150 dicotylédones. On trouve la résistance dans 93 cultures différentes. Et les principales sont évidemment les céréales à paille, le maïs, le soja et le riz. Au niveau mondial, ce sont les cultures les plus importantes de toute façon, donc c'est là où on va trouver le plus de problèmes. En termes de molécules pour lesquelles les mauvaises herbes ont développé le plus de résistance, en fait, on va retrouver les molécules les plus utilisées ou les modes d'action les plus utilisés et on va surtout retrouver les molécules qui sont utilisées depuis le plus longtemps et dans le plus de cultures et dans le plus de pays. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est la fréquence d'utilisation qui fait la résistance. Donc, le champion du monde de résistance, c'est l'atrazine. 66 cas dans ces 502 cas sont attribués à l'atrazine. Puis le glyphosate. Et ce qui est étonnant, c'est que le glyphosate, il y a quelques années, il n'était pas dans le top 3, pas du tout. Mais c'est depuis que les cultures tolérantes au glyphosate ont été développées que le glyphosate a rattrapé son retard. Et j'ai pris l'exemple de l'imazethapyr, qui est un inhibiteur de l'ALS, mais en fait, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais les inhibiteurs de l'ALS sont beaucoup concernés par la résistance dans le monde. Parce que c'est un mode d'action qu'on trouve sur beaucoup de cultures, qu'on trouve depuis très longtemps dans beaucoup de pays. Et je finis par le Lolium rigidum, vous le connaissez bien au Maroc. Et le Lolium rigidum, c'est la mauvaise herbe, la championne de la résistance dans le monde. Elle s'est résistée à 14 modes d'action.
Et on a même trouvé une population en Australie, une seule population qui résiste à 7 modes d'action en même temps. Donc, ce n'est pas de la résistance croisée, c'est bien de la résistance multiple, cumulée au fil du temps. Mais c'est pour vous montrer que le lolium est assez fort pour trouver un moyen de résister aux herbicides. Donc ça, c'est la situation mondiale en quelques chiffres. Et je vais vous montrer rapidement quelques exemples dans diverses parties du monde. Si tu peux cliquer, Mariam, s'il te plaît. Alors voilà, par exemple, je vais vous emmener un petit peu au Brésil. Au Brésil aussi, on a des problèmes de résistance parce que c'est aussi un pays qui a adopté largement les cultures tolérantes aux herbicides, en particulier les cultures tolérantes au glyphosate. Et je vous donne juste un chiffre comme ça. Les experts au Brésil s'entendent à penser que d'ici 2027, 80% des populations de Digitaire et de Coniza seront résistantes au glyphosate. Donc ça, ils vont vers des problèmes. Vous avez aussi ce genre de mauvaises herbes, je crois, au Maroc. Tu peux la suite, voilà. Toujours le Brésil, on a aussi des problèmes d'amarante. On en entend beaucoup parler aux États-Unis, mais on a aussi ce problème de résistance au Brésil. Alors l'amarante hybridus, c'est une espèce qui est endémique du Brésil, qui a développé sa résistance localement, mais on a aussi des problèmes d'amarante palmeri qui sont absolument pas natifs du Brésil et qui sont arrivés via les transferts de semences ou aussi de matériel agricole. Les semences se sont baladées depuis les États-Unis et ont aussi infesté les zones de maïsicole du Brésil. Alors, on voit un changement des pratiques en réponse à cette problématique de résistance au glyphosate et on voit revenir les solutions de prélevé, entre guillemets, les vieux herbicides que les agriculteurs n'utilisaient plus. Parce que finalement, ils fonctionnent toujours et ils viennent en complément des programmes glyphosate. Mais bon, l'adoption des cultures tolérantes aux herbicides ne faiblit pas et maintenant, on trouve même des sojas ou des maïs qui sont capables de résister à 4 ou 5 modes d'action différents. Donc, on est en train, en fait, de copier dans les cultures ce que les mauvaises herbes ont fait. On fait de la multirésistante dans les cultures aussi pour pouvoir apporter des molécules qui ne sont pas sélectives dans les cultures de maïs et de soja. Mais quelque part, ça ne fait que retarder le problème. Ça, c'était le Brésil. Alors, un exemple qui vient des États-Unis, c'est pareil, c'est pas que lié aux États-Unis, mais c'est assez emblématique des États-Unis. Vous connaissez tous cette mauvaise herbe. On la voit dans tous les westerns, toutes ces petites boules là, enfin des grosses boules d'ailleurs, qui tournent emportées par le vent dans les rues des westerns déserts. Alors, il y en a plusieurs, hein, mais il y en a une qui est connue aux États-Unis qui s'appelle le Kochia scoparia. Et on voit bien qu'avec son mode de dissémination infaillible, avec le vent poussé par le vent, il suffit d'une plante résistante au glyphosate qui s'entraîne, et entraînée par le vent, va traverser le champ, comme vous pouvez voir sur la photo de droite, et va disséminer sa résistance. Donc là, vous voyez un champ qui a été traité au glyphosate et vous voyez la traînée de semences d'une seule plante résistante au glyphosate, ce que ça peut entraîner. Donc vous pouvez imaginer que l'année prochaine et les années d'après, le champ entier va être rapidement contaminé par les mauvaises herbes résistantes. Donc c'est assez emblématique. Et ça, c'est un autre exemple qui est assez parlant parce qu'il vous montre l'importance de la gestion du stock semencier. L'Australie. Donc l'Australie, avant, n'était pas un pays vraiment céréalier, c'était un pays où on faisait beaucoup d'élevage de moutons pour la laine, pour la viande. Et ben, pour nourrir tous ces... Il y avait plus de moutons en Australie que d'Australiens, en fait. Pour nourrir tous ces moutons, les Australiens ont semé du raie gras, du lolium. Imaginez le stock semencier qu'il pouvait y avoir dans les plaines australiennes. Et puis, quand le cours du mouton a chuté, les Australiens se sont reconvertis en monoculture de céréales, monoculture de blé, parce qu'ils ne peuvent pas cultiver grand-chose d'autre là-bas. Monoculture de blé sur un stock semencier incroyable de l'Olium rigidum. Monoculture, pas de rotation, ils ont des champs énormes, ils n'ont pas le temps de passer 3 fois. Donc, du coup, ils se sont mis à faire de la monoculture et utiliser beaucoup d'herbicides et ils ont sélectionné la résistance très, très rapidement. Et on est aujourd'hui en Australie où presque toutes les solutions herbicides en céréales sont... Donc, ils sont revenus à beaucoup
de désherbage en interculture où ils peuvent utiliser des herbicides qui ne sont pas sélectifs de la céréale ou au moment du semis. Mais dans la céréale, les solutions sélectives sont presque épuisées maintenant. Et l'Australie, si tu peux appuyer, Maria, merci. Ils ont bien compris les leçons. Ils ont bien compris que leur ennemi, c'était le stock semencier. Donc, ils ont une tolérance zéro pour le retour de graines au stock semencier. Donc, tous les individus résistants qui auraient pu passer au travers de leur stratégie de contrôle des mauvaises herbes, ils vont essayer de les exporter. Ils n'acceptent aucun retour de graines. Donc, ils ont pas mal développé des outils qui collectent en fait les semences à la récolte. Donc, le rendement a déjà été impacté par la compétition de la mauvaise herbe, mais au moins, ils ne recontamineront pas leur stock de semences pour l'année prochaine. Donc, je vous ai mis 4 photos ici, des exemples. Alors, soit ils vont collecter les andins, et puis après, ils vont mettre le feu pour détruire les mauvaises herbes. Alors ça, vous savez ce que ça fait. On a beaucoup entendu parler des feux en Australie. Ça vient souvent de là, hein, des feux qui sont plus sous contrôle. Donc, ce n'est pas une pratique qui est trop aimée des Australiens, mais elle marche pas mal. Alors du coup, maintenant, avec les technologies, on essaye de faire des choses plus modernes et moins polluantes, comme la récolte des menus pailles ou faire du pressage de balles et d'être sûr qu'ils ne retournent pas dans les champs. Ou maintenant, il y a celle en haut à droite, c'est la nouveauté. En fait, il y a un système de moulin à l'intérieur qui broie les semences. Donc, elles sont re-envoyées après, elles sont triées. Donc, on trie les semences de blé et les semences de régras. Les semences de régras sont broyées par une meule intégrée à la moissonneuse-madeuse et remis dans le champ. Donc, ça rapporte de la matière organique, mais les semences ne sont plus viables. Donc, voilà. Ça a été inventé par des agriculteurs en fait, qui n'arrivaient pas à s'en sortir et qui ont trouvé eux-mêmes des solutions. Et puis après, on va revenir un peu plus près de chez nous. Donc, c'est l'Europe, je crois. Voilà. Donc, l'Europe, c'est plus près de chez vous, vous devez connaître un petit peu plus. Alors, il n'y a pas de résistance au glyphosate ou vraiment très peu, parce qu'en fait, on n'a pas de culture tolérante au glyphosate, donc on n'utilise pas trop le glyphosate, on l'utilise à bon escient, donc ça marche encore très très bien en culture pérenne ou en interculture. Les soucis qu'on a eu en Europe, c'était des résistances à l'atrazine, beaucoup utilisées en maïs, ou de la résistance aux inhibiteurs de l'ALS et de la CCA, ça a été mentionné par le docteur Tanji, en culture de céréales en particulier. Donc là, on voit un changement dans les pratiques, hein. Les gens reviennent à des méthodes agronomiques un peu ancestrales, toujours pour réduire ce stock semencier, réduire la pression adventice et des retours aux solutions de prélevés. Ça, je vais vous en parler un petit peu après. Alors voilà une modélisation du stock semencier pour vous montrer un petit peu, pour vous illustrer avec des chiffres ce que je viens de dire avant. Finalement, l'ennemi, ce n'est pas forcément la mauvaise herbe. La mauvaise herbe, c'est l'ennemi de la culture parce qu'il va empiéter sur le rendement. Mais l'ennemi de la parcelle, c'est le stock semencier, parce qu'il est beaucoup plus énorme que le nombre de plantes qui émergent dans la culture. Donc, si on commence en bas, donc là, vous ne voyez pas ma souris, c'est pas moi qui ai le contrôle. En bas, vous voyez une population initiale ici de ces terres, de 1000 semences au mètre carré, c'est déjà pas mal. On va avoir un taux de décroissance annuel de 45%. Heureusement, la nature nous aide un peu. Il n'y a que 550 semences qui vont finalement être viables au mètre carré. Et si vous allez à droite, vous avez un programme de contrôle des mauvaises herbes, herbicides, mais aussi agronomiques, de 90%. Et à gauche, vous avez 98%. C'est pour vous montrer la différence sur le stock semencier d'un contrôle des mauvaises herbes de 90 par rapport à 98. Juste 8% de différence et vous allez voir l'effet un peu papillon du truc. Donc, on a 15% qui va germer l'année prochaine. Ça va faire 83 plantes au mètre carré. Après, elle va être contrôlée ou à 90 ou à 98. 8 plantes à droite, une plante, 7, on va dire, à gauche. Comme chaque plante produit environ 800 semences, vous avez à la fin, en année N+1, 6400 semences par mètre carré, si vous avez eu que 90% de contrôle, face à un 1300, donc on a maintenu son stock semencier à peu près, avec un contrôle de 98. Donc c'est ce que je parlais tout à l'heure avec la tolérance zéro des Australiens pour un retour de semences. C'est vraiment, vraiment important de retirer les survivants pour
pour ne pas recontaminer son stock semencier. Slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Alors, comment contrôler ce stock semencier? Quelles sont les stratégies à adopter? Déjà, ce que je voudrais dire vite fait ici, c'est que voilà, on peut choisir entre un comportement réactif, c'est-à-dire j'attends d'avoir des problèmes de résistance et quand j'en aurai, je verrai ce que je peux faire. Ou on peut adopter un comportement proactif, ce qu'ils appellent la prévention. Ça, c'est mettre des mesures dès maintenant pour éviter que la résistance n'apparaisse dans son champ, quoi. Donc, évidemment, c'est toujours facile à dire. On dit, hein, mieux vaut prévenir que guérir. C'est vrai aussi pour le contrôle des mauvaises herbes. Il y a plein d'avantages à faire de la prévention plutôt que de la gestion. On va préserver son potentiel de rendement. On va prévenir aussi des besoins, des changements urgents et dramatiques, des changements qui vont coûter beaucoup d'argent, qui vont devoir avoir des investissements en matériel qu'on ne peut pas forcément se permettre. Et ça permet aussi de protéger les options d'herbicides futurs. Donc voilà, nous, on pousse un petit peu pour un management, une prévention de la résistance plutôt qu'une gestion. Donc pour ça, Syngenta a adopté une stratégie, c'est le slide d'après, qu'on a appelé la stratégie 3A, pour aider les agriculteurs à avoir une gestion raisonnée de ce stock semencier. Donc qu'est-ce que ça veut dire les 3A? Donc le premier A, c'est A comme agronomie. Donc ça a été mentionné un petit peu avant, mais je vais redonner quelques exemples. C'est utiliser à bon escient tous les leviers agronomiques à disposition. Je ne parle pas d'herbicides encore là. Il y a plein de choses qu'on peut faire sans utiliser d'herbicides pour déjà baisser sa pression adventice. On va le voir plus tard. Le deuxième A, comme automne, c'est pour un petit peu introduire la notion de désherbage précoce. Donc dès l'automne, mais même dans la saison, le plus précocement possible. C'est pour préserver le potentiel de rendement et vous allez voir qu'il y a aussi d'autres intérêts au désherbage précoce. Et le troisième A, comme association, c'est pour vous introduire la notion de diversification des modes d'action herbicides. Il faut diversifier les modes d'action. Ça a été expliqué très très bien dans la première présentation. Si on utilise toujours le même mode d'action, on va développer de la résistance. Donc il faut diversifier les modes d'action dans la culture, mais il faut aussi diversifier les modes d'action dans sa rotation. Donc se servir aussi de la rotation de culture pour introduire des modes d'action qu'on appelle alternatifs. Donc, je vais développer ces 3 piliers. On va commencer par le premier, l'agronomie. Alors, voilà. Donc, ça, ce n'est pas une liste exhaustive. Tu peux cliquer encore 2 fois, Mariam, si tu veux. Voilà. Ce n'est pas une liste exhaustive. Chacun doit trouver les outils qui peuvent être mis en pratique sur sa parcelle. Là, c'est une liste de choses que nous savons être efficaces sur la gestion du stock semencier et la gestion des mauvaises herbes, mais je suis complètement réaliste sur le fait que tout n'est pas faisable partout. Donc, c'est aux agriculteurs, aux agronomistes d'essayer d'identifier quels sont les leviers agronomiques qui peuvent être mis en place en fonction de l'année, en fonction du type de sol, en fonction de la rotation culturelle qu'on a dans son champ. C'est vraiment une approche à la parcelle. Alors, je vais donner quelques exemples. Ça a été déjà mentionné avant, mais l'alternance des cultures, c'est très important. Il faut surprendre la mauvaise herbe. La mauvaise herbe, elle s'adapte à son environnement. Les mauvaises herbes de céréales adorent pousser dans les céréales. Si on lui met un maïs, elle sera perturbée. Si on lui met une betterave, elle sera perturbée. Donc, ça va empêcher son implantation durable. Ça, c'est un exemple dans les rotations. On peut aussi choisir des variétés ou des espèces qui sont compétitives avec des densités de semis, des choses comme ça, qui peuvent permettre d'être en compétition avec la mauvaise herbe. On peut penser à ça aussi dans la rotation. L'interculture, il y a plein de choses qu'on peut faire en interculture, c'est ce que font les Australiens. Il n'y a pas de culture, donc on n'a pas à se soucier de la sélectivité vis-à-vis de la culture, on n'a pas peur d'abîmer sa culture, on peut faire plein de choses. Des faux semis, du labour quand c'est nécessaire. Il faut penser à utiliser les herbicides non sélectifs comme le glyphosate, j'en parlais tout à l'heure, en interculture pour essayer d'épuiser son stock semencier ou du désherbage mécanique tout simplement. Le désherbage mécanique, quelque part, c'est un mode d'action supplémentaire sur les mauvaises herbes. Au niveau de l'implantation de la culture, il y a aussi des choses qu'on peut faire. Décaler sa date de semis, ça peut aussi perturber le cycle des mauvaises herbes. Augmenter sa densité de semis, ça peut aussi aider à la compétition. On peut aussi choisir de faire d'implanter sa culture sous couvert ou en association avec une plante compagne
pour couvrir le sol à la place et ça ne laissera pas de place à la mauvaise herbe. C'est des méthodes qui se redéveloppent. Ce pas des méthodes nouvelles, mais c'est des méthodes qui se redéveloppent. Et au niveau de la récolte, bon, ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai bien expliqué avec l'exemple des Australiens. Il y a plein de moyens pour éviter de disséminer les semences. C'est très important. Un que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais qui doit être fait à chaque fois, c'est le nettoyage de la moissonneuse. Et en particulier quand on passe d'une parcelle très sale à une parcelle moins sale. Ça prend du temps, c'est un peu pénible, mais c'est vrai que ça paye. Parce que recontaminer son champ en juste ne nettoyant pas sa moissonneuse, il va falloir le payer les années suivantes. Voilà, donc j'ai mis 3 petits points à chaque fois, il y a plein d'autres idées, et il y a plein d'autres idées à développer dans le futur aussi. Donc nous, on est aussi preneurs de bonnes idées. Je vais vous montrer un exemple ici pour vous montrer dans la pratique ce que ça peut donner. Ça, c'est un exemple, j'appelle cas d'école, hein, c'est un exemple optimal d'un essai graminé qui avait été réalisé en Angleterre. On voulait montrer l'intérêt de combiner lutte agronomique et lutte herbicide. Donc, vous avez en bleu la lutte agronomique et vous avez en vert la lutte herbicide. On partait d'une population un peu comme la photo qu'a montré le docteur Tanji tout à l'heure, avec 1200 plantes par mètre carré. Hein. C'est excessivement élevé. Si on avait appliqué un herbicide sur cette population directement, donc le herbicide en vert, un herbicide correct qui fait 90% d'efficacité, on aurait eu 120 plantes au mètre carré à la fin, c'est-à-dire un échec de désherbage. Une efficacité énorme, 90 c'est très bien, mais 120 plantes à la fin, ce n'est pas suffisant. La culture aurait souffert et je ne vous raconte pas la contamination en termes de stock semencier l'année prochaine. Donc, comment abaisser la population avant de sortir son pulvé? Donc là, vous avez un exemple de pratique agronomique cumulée avec des efficacités pas forcément brillantes, mais qui cumulées finalement vont nous amener à un contrôle assez satisfaisant. Donc le labour, 25% d'efficacité. Bon, pas terrible, mais déjà on est passé à 900 plantes par mètre carré. Un faux semis, on passe à 225. Un semis retardé, 68. Et une densité de semis un petit peu augmentée pour je sais plus comment on dit, pour rentrer en compétition avec la culture. On arrive à, je ne sais plus, on ne voit plus avec la petite fenêtre du chat, 34 mètres carrés. Là, 34 mètres carrés, c'est déjà une population qui mérite de recevoir un herbicide. On ne peut pas laisser ça comme ça. Mais là, du coup, l'herbicide, il va avoir une efficacité de 90% et on va arriver à une population de 4 graminées au mètre carré. C'est encore quelque chose d'acceptable. Donc cet essai, il illustre bien en fait la complémentarité des outils. Surtout dans les situations extrêmes comme ça. Slide suivant. Là, on va passer sur le deuxième pilier, le désherbage précoce. Donc là, je vous ai listé 3 avantages qui sont à noter et qui pourraient convaincre d'essayer de désherber de plus précocement. Donc déjà, quelque chose d'assez clair, c'est que l'efficacité est toujours plus régulière sur jeunes plantules. C'est beaucoup plus facile de tuer un bébé plante qu'une plante adulte. Les cuticules sont plus fragiles, les plantes sont en pleine croissance, et le métabolisme, on en a parlé tout à l'heure, des jeunes plantes est aussi moins efficace, donc l'herbicide va agir plus vite et plus efficacement. Si on enlève la compétition des adventices le plus tôt possible, ça va avoir forcément un effet bénéfique sur le rendement. Il faut stopper cette compétition le plus tôt possible. Et après, je vais vous montrer des exemples assez illustratifs. Donc, désherber tôt, c'est préserver son potentiel de rendement. L'idée du désherbage, ce n'est pas d'avoir une parcelle propre. L'idée, c'est d'avoir une parcelle qui exprime tout son potentiel de rendement. Donc, il faut la nettoyer, mais le plus tôt possible. Et enfin, un autre intérêt du désherbage précoce par rapport à des situations difficiles, de situations de festation très, très élevées ou même voire de résistance, c'est le fait que si on passe tôt, on a toujours la possibilité de rattraper s'il y a eu un souci. Ça nous donne une option de rattrapage si possible. Et vous allez le voir plus tard après aussi, quand on fait du désherbage précoce, on utilise des herbicides qu'on n'avait plus trop l'habitude d'utiliser. Du coup, on apporte des modes d'action alternatifs qui sont disponibles à des timings plus précoces. Ça nous permet aussi de faire des associations, des programmes de modes d'action et apporter de la diversité.
Là, je crois que 2 exemples pour vous montrer, pour illustrer le deuxième point, qui est la préservation du potentiel de rendement avec le désherbage précoce. Donc là, ce sont des essais très visuels, hein, avec des forts potentiels de rendement et des fortes infestations de mauvaises herbes pour bien montrer l'illustration. Mais évidemment, tout ça doit s'appliquer à des potentiels de rendement à la parcelle. Donc là, c'était un champ où on avait 100 pieds de régras au mètre carré. Et vous voyez le rendement à la fin. Donc le rendement dans le témoin, 66 quintaux, un témoin qui n'avait pas été désherbé. Une parcelle où le désherbage a été très tardif, à la dernière feuille étalée à peu près, le stade, 77 quintaux. Donc on a sauvé 11 quintaux. Mais par rapport à la parcelle qui avait été désherbée début talage, elle avait 89 quintaux. Donc plus de 22 quintaux de différence. Donc là, en passant, forcément en désherbant, on a sauvé du rendement, mais en désherbant précocement, on a sauvé 13% de ce potentiel de rendement dans cet essai. J'ai un autre essai avec une photo pour montrer visuellement. C'est de la fol avoine. Donc, ce qu'on voit à gauche, en fait, c'est pas du blé, hein. C'est que la fol avoine dans le témoin. Il y avait tellement de fol avoine qu'on ne voyait plus le blé. La deuxième photo, c'est la parcelle qui a été traitée tardivement. Elle est propre. Il n'y a plus de fol avoine. Mais vous voyez l'état sanitaire du blé, comment il a souffert. La fol avoine a pris toute la place, toute la lumière, tous les nutriments dans le sol, etc. Donc, on ne peut pas arriver à un potentiel de rendement optimal. Et vous avez dans la troisième photo un blé propre, application précoce de l'herbicide et le potentiel de rendement sauvegardé. Donc là, on a une différence de 32 quintaux entre les 2 parcelles. 40% du potentiel de rendement a été grignoté par la fol avoine. Mais les 2 parcelles à la fin étaient propres. Donc voilà, donc c'est des exemples extrêmes, on ne voit pas toujours cette différence, il faut toujours amener ça au potentiel de rendement et à l'infestation, mais c'est pour vous illustrer le propos. J'arrive au troisième pilier, qui est l'association, et qui est là pour vous expliquer la nécessité de diversifier les modes d'action dans la culture et dans la rotation. Donc là, vous avez un exemple, c'est le panel des herbicides céréales utilisés pour contrôler les graminées à gauche et pour contrôler les dicotes à droite dans le monde. Bon, ça date de 2009, mais honnêtement, je ne pense pas que la situation ait changé depuis. Si on regarde le petit camembert, là, on voit plein de camemberts. Donc, il y a beaucoup de molécules utilisées pour désherber les graminées en céréales, en post-levé. Mais si finalement on regarde le mode d'action de ces molécules, on voit finalement c'est seulement 2 modes d'action. Il y a le mode d'action bleu, le mode d'action vert, inhibiteur de la CCase et inhibiteur de l'ALS. Donc finalement, on tourne on change de produit, on change de molécule, mais en fait, on ne change pas de mode d'action. Si on va sur le marché des dicotylédones, c'est pareil, on a tout un tas de couleurs là, mais finalement, on a plus de la moitié, c'est des inhibiteurs de l'ALS, des sulfos. L'autre moitié, c'est des auxines. Et on a par exemple des molécules comme des inhibiteurs de l'HPPD, mais ce n'est même pas homologué en Europe ou non plus, plus chez vous. C'est des molécules qui sont homologuées qu'aux États-Unis. On tourne toujours avec les mêmes modes d'action, donc il faut faire attention à ça. Et la mauvaise nouvelle de cette présentation, donc là, je ne vais pas parler que pour Syngenta, hein, je fais partie aussi de l'ASHRA, qui est le groupement des industriels sur le travail des modes d'action herbicides, et je peux parler au nom des autres industries aussi. Il n'y a a priori pas de nouveaux modes d'action à venir dans les 10 prochaines années. Donc, il va falloir continuer à désherber avec les modes d'action actuels. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de nouvelles molécules, je dis qu'il n'y aura pas forcément de nouveaux modes d'action. Donc, l'industrie a pas mal délivré pendant les 50 dernières années. Il y a eu 5000 molécules qui ont été lancées, pas forcément qu'en herbicide d'ailleurs, mais ça faisait en moyenne 10 molécules par an. On n'est plus à ce stade-là maintenant. Ça devient beaucoup plus difficile de lancer des molécules. Vous savez le contexte des autorités, le contexte sociétal. Vous entendez toutes les choses qui se disent sur le glyphosate, les choses qui sont dites sur
l'atrazine. Il y a une pression sociétale qui fait que les autorités sont obligées de retirer des molécules qui ne sont pas plus dangereuses que ça, mais pour faire plaisir à la pression sociétale, ils sont un petit peu obligés de se plier. Et au moment d'homologuer, ça devient vraiment difficile de trouver des choses qui passent les standards de l'homologation, en particulier les standards de l'homologation européenne sont très, très, très durs. Donc, le dernier mode d'action qui a été lancé, c'était les inhibiteurs de l'HPPD dans les années 90 avec le lancement de la mésotrione. Et depuis, il y a eu des molécules de lancer, c'est sûr, mais toujours les mêmes modes d'action. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, notre message, c'est il faut préserver les herbicides actuels. Et c'est pour ça que c'est important de prévenir. Parce que quand la résistance est là et qu'on dit, voilà, OK, j'ai de la résistance à tel mode d'action, donnez-moi un autre. S'il n'y en a pas, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire de la prévention. Prochain slide. Alors, regardez ça. C'est très joli poster. C'est le poster justement de l'HRAC. Dans chaque petite case, vous avez un herbicide. Alors, personne ne connaît ça par cœur. Mais voyez, il y en a beaucoup des herbicides hein, pour toutes les cultures. Il y a de quoi faire. Ils sont regroupés par mode d'action ici. Donc, à chaque fois que vous avez un amas de petites alvéoles, vous avez un mode d'action. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a à peu près 26 modes d'action qui existent et vous voyez toutes les molécules appartenant au même mode d'action. Alors, ce que j'ai fait pour vous, c'est que si tu cliques une fois, Mariam, voilà, je vous ai mis ici les plus grandes molécules utilisées en céréales pour vous montrer que finalement, voilà, en céréales, pour contrôler et les graminées et les dicotes, on va tourner finalement sur 4 modes d'action en général. C'est ceux qui sont utilisés le plus. Donc, on a le groupe 1 en bleu, les inhibiteurs de la CCase, donc avec des molécules comme le clodinafop ou des molécules comme le pinoxadène. Vous voyez ici des marques que vous reconnaissez. Tout à l'heure, Younes va parler de ces produits-là. Donc, ce sont des produits qui contiennent des herbicides de ce groupe-là. Vous avez aussi le groupe 2, inhibition de l'ALS. Vous avez des molécules comme iodosulfuron, mésosulfuron. Il y en a beaucoup aussi pour contrôler les dicotes, comme le triasulfuron que vous avez dans l'INTOUR. Tout ça, ça appartient au même groupe d'action. Vous avez les auxines. Là, c'est surtout pour les dicotes, ça ne contrôle pas les graminées. Le 2,4-D, le dicamba, des molécules comme ça. Vous pouvez trouver dans le dialène super. Et puis, vous avez un mode d'action, le mode d'action numéro 15, avec un nom un peu barbare, inhibition de la synthèse des acides gras à longue chaîne. Et là, vous trouvez des molécules comme le prosulfocarbe, par exemple. Ce n'est pas une molécule nouvelle, mais c'est une molécule qui reprend en fait un peu de sa place dans le marché céréal parce que c'est un mode d'action alternatif. Les gens se sont beaucoup reposés sur les groupes 1 et le groupe 2 pour contrôler les graminées. Et maintenant qu'on rencontre des problèmes de résistance, le prosulfocarbe ou ça peut être le phénacète aussi, c'est des molécules qui reviennent sur le marché pour casser un petit peu ce cycle d'utilisation des groupes 1 et des groupes 2. Donc, il faut penser au groupe 15 aussi, de temps en temps. Donc, ça, c'est dans la culture. Et si tu cliques une fois, Marianne, j'ai pris des exemples dans ce tableau de ce qu'on peut trouver dans les cultures qui peuvent être en rotation avec les céréales. La betterave, le maïs, le tournesol, les légumineuses, où j'ai mis en bas aussi l'interculture. Donc, vous avez ici des exemples de molécules. Donc, on peut finalement trouver des herbicides du groupe 5 dans le maïs ou dans la betterave. On peut trouver des herbicides du groupe 9, comme le glyphosate, dans l'interculture. Donc, vous voyez qu'en élargissant sa réflexion sur la rotation, on arrive à trouver des alternatives supplémentaires pour essayer de faire tourner ces modes d'action. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est un petit peu trop chargé, mais j'espère que vous avez compris la notion de mode d'action et d'alternance dans la culture et dans la rotation. Alors, je reviens un petit peu sur le prosulfocarbe, qui est, comme je disais, est une matière active qu'on dit à mode d'action original, parce qu'on ne le trouve pas dans beaucoup de cultures, on le trouve un petit peu, donc on le trouve en céréales, on le trouve en pommes de terre. Vous voyez ici, c'est assez clair, parce que comme c'est un mode d'action original, c'est logique que ça contrôle, mais c'est pour montrer l'illustration. Là, on a pris 3 populations de raies gras résistantes aux inhibiteurs de la LS.
Donc, c'était des en France, 50A, 50B, 51, absolument pas contrôlés par le Mésoyodo, Atlantis. Et vous voyez à droite, sur les mêmes populations, 50A, 51, le prosulfocarbe les contrôle parfaitement. Parce que c'est un mode d'action complètement différent. Donc, le prosulfocarbe ne sera pas impacté. Si tu cliques encore une fois. Voilà. Et donc, je voulais vous montrer, c'est un produit qui, comme je disais, a repris un petit peu il avait été un petit peu oublié en pomme de terre et maintenant il retrouve un petit peu une nouvelle vie dans le marché des céréales en France, en Angleterre, en Australie. Finalement, comme je vous ai dit, les grands pays où les agriculteurs ont commencé à avoir des problèmes de résistance ou aux ACCAS ou aux ALS ou aux deux, ils ont dû revoir un petit peu leurs pratiques et ils se sont remis à utiliser des produits racinaires. Et en particulier le boxer qui contient la molécule prosulfocarbe. Donc j'ai été chercher des chiffres pour vous montrer. En France, l'an passé, il y a eu à peu près, maintenant pratiquement la moitié, 40% des hectares reçoivent une application à l'automne. Ce n'était pas le cas encore il y a 10 ans. Et 50% de ces produits racinaires utilisés à l'époque sont des produits à base de prosulfocarbe. Ça représente à peu près 2 millions d'hectares. En Angleterre, chaque automne, environ, on vend 1 million de litres de prosulfocarbe aussi. Et en Australie, c'est un produit qui a été lancé récemment, hein, en 2006, je crois. En 2020, ils en ont vendu 4,5 millions de litres. Ça représente 1,5 million d'hectares là-bas. Donc, c'est voilà, des molécules comme ça, mode d'action original qui permettent de venir un petit peu donner un peu d'oxygène à ces herbicides ACCAS et ALS qui ont beaucoup de pression. Deux minutes, Gaël. D'accord, 2 minutes, c'est ma dernière slide. Ça tombe bien. C'est bon? C'est bon. Ouais. Donc là, c'est une slide pour juste résumer ce que je vous ai dit pendant ma présentation. Donc, tu peux cliquer une fois, Mariam. Voilà. Donc, voilà, la résistance, on a vu, elle continue de progresser. Hein. Donc, elle continue de progresser dans le monde. Elle continuera sûrement de progresser aussi au Maroc. Maintenant, c'est à nous et à vous de faire que ça se ralentisse. Comme je disais, la réglementation n'aide pas et la pression sociétale n'aide pas à augmenter le nombre de solutions pour les agriculteurs. Tu peux cliquer une fois. Donc, les innovations herbicides vont se faire un peu plus rares qu'avant. Donc, il va falloir préserver les solutions actuelles. Je vous ai parlé aussi de stock semencier. J'espère que vous avez bien retenu ça, que la plante adventice, c'est bien l'ennemi de la culture, ça c'est certain, parce qu'elle impacte le rendement. Mais ce sont les semences qui sont les ennemis de la parcelle à long terme, et non pas juste dans la culture, mais sur toute la rotation. Donc, pour le réduire, ce stock semencier, et le garder sous contrôle, il faut adopter une gestion raisonnée du désherbage en diversifiant les outils. Donc, je vous rappelle nos 3 A. Il faut diversifier l'agronomie, diversifier les timings d'application, diversifier les modes d'action. Et ces recommandations, elles sont à la parcelle. Il n'y a pas une solution qui va aller à tout le monde. Il va falloir raisonner à la parcelle. Ça va dépendre de son type de sol, ça va dépendre de sa rotation culturelle, ça va dépendre de son potentiel de rendement aussi. Donc, il va falloir voir à la parcelle. Il va falloir aussi, en même temps, essayer de préserver l'environnement. Parce que quand on n'utilise pas les herbicides à bon escient et qu'il arrive des pollutions ou des choses comme ça, bah ça aide pas non plus la réglementation à nous laisser homologuer des nouveaux herbicides. Donc, il faut toujours utiliser les herbicides de manière à préserver aussi les écosystèmes environnants des parcelles. Et peut-être aussi, on espère, aujourd'hui on est dans un webinaire digital et puis nous avons la responsable digitale avec nous. On pense qu'il y a aussi un nouveau souffle avec l'agriculture digitale et l'agriculture de précision. Ça va nous ouvrir des nouveaux horizons aussi. Il y a beaucoup de gens qui développent des caméras pour désherber les mauvaises herbes, pour réduire l'usage des herbicides, etc. C'est pas encore je dirais pas c'est pas pour demain, c'est pas pour la semaine prochaine, mais c'est bientôt. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut qu'on travaille et qui pourraient nous aider à désherber plus durablement. Voilà, j'espère que j'ai tenu le timing.
Merci pour votre attention et je répondrai à vos questions au Q&A, mais je crois que pour l'instant, c'est à vous qu'on va poser des questions. Exactement, Gaëlle. Merci pour la présentation. Et c'est parti pour le deuxième sondage. Donc, là maintenant, c'est parti. Vous pouvez commencer à répondre aux 3 questions suivantes. Que signifie l'approche 3A? Quel est le groupe du mode d'action du prosulfocarbe? Et la 3e question, combien de graines peut produire une plante de rail gras? Voilà, ça monte. On est à 11% maintenant de personnes, 26, 28. « 42% de participation. « 46, 51. » L'idée augmente avec entre la 1 et la 3. Ouais. Donc là, on est déjà à plus que la moitié de personnes qui ont voté. On est à 57%. Donc, je mets fin au sondage pour qu'on puisse continuer avec Younes. Et je partage avec vous les résultats. Donc, il est clair que pour la première question, c'est la deuxième réponse qui a gagné. Donc, bravo à toutes les personnes qui ont répondu. 100% juste. Pour la deuxième question, quel est le groupe du mode d'action du prosulfocarbe? Alors, c'est le groupe 15. Là, on est à 59% des personnes qui ont répondu juste. Pour la troisième question, combien de graines peut produire une plante de rail gras? C'est bien évidemment 1500 graines. On est à 63% de réponses justes. Bien sûr, Gaëlle, si tu as des commentaires à ajouter, tu peux les noter pour la dernière partie de discussion et tu peux expliquer davantage. Donc, j'arrête le sondage pour céder la parole à Younes. Younes va nous parler de la présentation, va nous parler de la solution proposée par Syngenta dans le cadre de la lutte contre la résistance. Vas-y, Younes. Oui, merci. Merci Gaël et merci aussi professeur Tanji pour vos exposés. En attendant que Myriam partage la présentation, je me présente pour les gens qui nous ont rejoints après l'introduction. Donc, je suis Younes Bouyamine de Syngenta Maroc. Je suis responsable technique des herbicides, fongicides, traitements semences pour les grandes culture. Voilà. Donc, pour cette partie du webinaire, donc, je vais vous présenter les différentes ou la gamme herbicides Syngenta ou les recommandations que Syngenta Maroc vous propose. Et bien sûr, cette troisième partie fait une suite logique des 2 précédentes présentations. Il s'agit bien, comme a dit le professeur Tanji et puis redit Gaël, c'était une approche globale de protection et de lutte intégrée contre les mauvaises herbes. Cette approche commence par identifier les problématiques et bien les étudier. Et après adopter les mesures agronomiques qui ont bien été développées précédemment, mais je vais mettre l'accent sur la solution. Donc, c'est sur nous, Syngenta, on a des recommandations solides. On est heureux d'avoir qu'on travaille sur les mêmes matières actives
qu'en Europe d'ailleurs, parce que, comme a dit Gaël, c'est une mauvaise nouvelle que dans les 10 prochaines années, il n'y aura pas assez de nouvelles solutions, mais quand même, on a des solutions solides et sûres. Donc, ça reste toujours le choix de l'herbicide est primordial. Avant toute action, vraiment, si on suppose qu'on a bien fait les mesures agronomiques, on a bien adopté l'identification des mauvaises herbes ou que ce soit on parle aujourd'hui des mauvaises herbes, des maladies ou autres, mais quand même, il faut avoir de quoi traiter. Le choix du produit est primordial. On est là pour vous orienter et pour vous guider. On commence par le boxer. Pourquoi ça? On a parlé beaucoup de Raygra dans les deux exposés. C'est une problématique dans les céréales. C'est la problématique numéro un. Vous avez vu beaucoup de résistance chez les différentes familles existantes, les ALS, les ACCAs et autres. On a eu, d'ailleurs, merci Gaël, c'est tout récent et je suis content que lors du sondage, il y a pas mal de gens qui ont répondu juste. On voit que le prosulfocarbe ou le boxer est dans un groupe 15. C'est tout récent parce qu'avant on parlait du groupe N parce qu'on on dit qu'il y a les ACCAs, mais il y a le boxer qui n'est pas une ACCase. Et c'était le mode d'action sur la synthèse des lipides. Et là, ils ont creusé pour dire que c'est au niveau des acides gras, comme a dit Gaël, à longue chaîne. Donc, ça reste une ancienne molécule, mais un nouveau mode d'action qui ne cesse d'être de plus en plus mis en évidence. Et c'est pourquoi on a ce produit qui reste toujours efficace contre le gras résistant. On dit bien sûr, les gens de Kala, ils ont de Tchad, là, ils connaissent très, très bien, mais pour les autres producteurs des autres régions, ça, c'est une autre espèce. Bon, c'est la même espèce, mais pour dire la difficulté ou la nuisibilité, c'est carrément, il n'y a pas de produit herbicide autre que le boxer qui fait ça. Et ça demande un passage en prélevé, parce que même en post-levé, l'efficacité elle est très très réduite. C'est parce qu'il faut toucher les grains de raie gras à leur sortie, à leur émergence. Donc au niveau de l'hypocotyle, à la sortie de la terre, il faut que la mauvaise herbe soit en contact avec le boxer ou le prosulfocarbe pour vraiment l'inhiber. Donc directement recommandation, c'est 5 litres hectare en prélevé ou en post-levé. Tu peux passer à la deuxième slide, Mariam. Voilà, la slide d'après, c'est bien. Donc, on parle de que ce soit en prélevé ou on peut se lever. Ça, c'est l'image, là, on schématise ce qu'on veut faire avec un traitement prélevé. D'ailleurs, il faut le réussir. Ce n'est pas une opération facile, mais elle est atteignable. Donc, il faut avoir un bon lit de semis, il faut avoir une fraction de motte très, très réduite parce que, vous voyez, à droite, il y a des mottes, il y a des grains on va dire des grains de raie gras et qui germent et qui émergent et qui ne sont pas en contact avec le produit. Donc, on considère qu'on a l'objectif de faire un film de produits ou de prosulfocarbe dans la terre, il faut avoir une profondeur de semis uniforme pour éviter que le produit, à travers les fissures de la terre, ait directement en concentration, en contact avec les graines de céréales des blés, et comme ça peut causer une phyto ou un défaut ou un manque de levée. Donc, il faut avoir un très bon lit de semences, moins de mottes, comme ça on est sûr que le produit le produit biologiquement, on va dire, il est très efficace. Mais le traitement en lui-même, ça aide à avoir une efficacité optimale et qui s'approche des 100% d'efficacité. Donc, il faut avoir tous les résistants, les raie gras résistants en contact avec le produit au niveau du sol pour avoir un contrôle général et donc avoir les efficacités réelles du produit. Donc, c'est très, très important que pour les gens qui n'ont pas l'habitude de le faire, il faut avoir une bonne
humidité au sol pour que le produit soit diffus dans le sol et un sol très très fin avec une profondeur de semis très réglée. La slide suivante. La slide, oui. D'accord, voilà, c'est les fenêtres. On va mettre l'accent sur, ça c'est une slide, vous voyez en anglais, parce que c'est une recommandation du global de Syngenta, mais ça reste valable pour nous. Au Maroc, la dose, c'est 5 litres hectare. On a la possibilité de faire un post levé, mais en early post, c'est post levé très très précoce. Par exemple, pour le cas du régras, post levé très précoce, ça veut dire que le régras doit être au niveau du stade une feuille. Pour les gens qui ont des superficies, pour assurer qu'on vise vraiment ce stade, c'est difficile de coïncider le traitement avec ce stade, avec toute la superficie. C'est pourquoi la recommandation numéro 1, la plus valide pour des gens qui ont des résistants régras déclarés résistants, il faut au maximum essayer de passer en prélevé avec une bonne préparation du sol, toutes les conditions qui vont qui vont assurer la réussite du traitement. Si, bien sûr, ça, les réalités du terrain, si on n'a pas pu vraiment traiter toute la superficie, il y a des pluies, on sait que si on a des prévisions de pluie l'après-midi, on ne peut pas traiter la matinée et puis on va recevoir une pluviosité importante qui va faire lessiver le produit et du coup, on va rater notre traitement. On peut éventuellement, dans des circonstances qui ne nous permettent pas de faire un prélevé, de faire un post levé, mais comme on précise très très précocement. Donc c'est à un niveau de une feuille, au niveau de régras ou une ou deux pour les autres dicotes, parce qu'on parle beaucoup plus du régras. Le boxeur aussi, il a un large spectre contre plusieurs dicotes et aussi les autres graminées, mais on met l'accent parce que c'est une problématique qui demande une intervention en prélevé pour assurer un bon traitement. Après, bien sûr, si vous avez des questions à la fin, on va passer tous les produits et les recommandations et après, on peut répondre à vos questions. Donc, pour la deuxième recommandation ou le deuxième groupe de produits, ça c'est les produits qui sont spécialistes et anti-graminées. Donc, un usage unique contre la famille des graminées au Maroc. On connaît les graminées problématiques, autres que le régras, la folavoine ou les autres graminées, ça dépend des régions, mais parfois on a vraiment besoin d'un traitement post-levé. Parfois même, ça peut arriver, même en cas de régras résistant, il y a les autres graminées qui vont arriver par la suite. On a besoin d'un programme qui, en fonction de ce qu'on a comme mauvaise herbe, si la stratégie est de lutter premièrement contre les graminées, on a deux produits, on les met dans la même slide parce que principalement c'est la nouveauté pour nous au Syngenta, c'est le pinoxadène, l'axial associé et uniquement avec le pinoxadène et le Safener, le glycantocite mixile, ça c'est qui donne le produit cette possibilité d'être sélectif vis-à-vis des blés, mais aussi vis-à-vis de l'orge. Donc, il est homologué sur l'orge. D'ailleurs, c'est le seul produit homologué sur l'orge au Maroc. Donc, pour les producteurs de l'orge, ils ont la solution pour traiter les graminées sur l'orge. Le Traxos, il est associé à la clodinaphobe avec des différentes concentrations. Donc, vous voyez 25 grammes de pinoxadène plus 25 grammes de clodinaphobe. Bien sûr, il peut être utilisé sur blé dur, blé tendre contre les graminées. D'ailleurs, le clodinaphobe est de loin la matière active la plus utilisée en termes de contrôle de graminées. On connaît les anciens produits comme le topic de Syngenta, mais là, on fait le zoom sur les nouveaux produits. Ces deux produits, bien sûr, ils font partie de la famille de pinoxadène. La formulation est dotée d'une technologie nouvelle, brevetée Syngenta, qui donne au produit la possibilité d'une bonne adhésion, une
pénétration optimale et accélérée. Donc, ça donne une capacité de résistance au lésivage et une meilleure distribution dans la plante. Les doses, c'est 1 litre par hectare. C'est des doses donc hectares. Donc, les producteurs, ils peuvent les utiliser facilement, que ce soit les emballages de 1 litre ou 5 litres pour l'axial, la photo là pour montrer la valeur ajoutée de cette technologie. Donc ça, c'est la référence ou la matière active seule. Et à droite, c'est les bienfaits ou l'étalement après traitement du produit associé à la nouvelle technologie ou du nouveau adjuvant. Tu peux passer, s'il vous plaît? Ah, non. Donc, après les antigraminés, bien sûr, Syngenta, on a la solution complète pour les gens ou la stratégie de traitement à la fois en one touch ou en one pass, quand on dit un seul passage. Donc, on voit que c'est optimal de traiter à la fois contre les graminées et contre les dicotes présents. Donc, la solution qui est la plus judicieuse, c'est le swipe. Composition de 3 matières actives. On a vu le pinoxadène associé encore une fois au clodinafop et à une spécialité antidicote qui est le florazulam. Le florazulam qui est doté d'une efficacité très très élevée contre un large spectre, il contrôle beaucoup d'espèces et contrôle plus des espèces qui sont devenues problématiques, telles la fumeterre. On a parlé aussi du coquelicot ou autres dicotes qui avant étaient des mauvaises herbes faciles. Ils sont devenus plus difficiles à combattre et à contrôler. Et bien sûr, dotés d'une technologie brevetée Syngenta qui donne aux produits une très bonne efficacité, un large spectre, que ce soit pour les graminées ou pour les dicotes, mais la nouveauté pour Swipe et pour la famille des pinoxadènes, c'est qu'ils sont très sélectifs. On voit la pinoxadène à elle seule, il peut utiliser sur la plupart des céréales connues, même le triticale et autres céréales qui ne sont pas très largement utilisées au Maroc. Donc, c'est la technologie qui permet que le produit il est très sélectif, même parfois à des basses températures en comparaison avec d'autres familles chimiques qui sont bien sûr efficaces, mais ils sont moins sélectifs. Donc ça, on est à la recherche d'un potentiel de rendement. C'est vrai, on cherche à éliminer les mauvaises herbes, mais quand même à préserver notre culture et notre blé ou céréales d'une façon générale. La slide d'après. Voilà, c'est pour schématiser l'effet de la nouvelle technologie vous voyez, de gauche à droite, c'est le pinoxadène sur la photo en bas, seul, puis pinoxadène associé à un adjuvant, on va dire adjuvant standard, et après le pinoxadène associé à le nouveau adjuvant d'ailleurs baptisé TEHP de Syngenta, c'est un brevet Syngenta, donc c'est plus d'étalement, plus de contrôle, du coup plus un impact plus rapide. Bon, on ne dit pas plus rapide, mais en comparaison avec les autres solutions, on peut voir que le blocage des mauvaises herbes s'opère rapidement dans quelques jours et après, au bout de 2 semaines ou même 3 semaines, en fonction de la taille et en fonction de l'âge de la mauvaise herbe, la mauvaise herbe est totalement détruite et bloquée, tout en recommandant toujours dans les meilleurs traitements, les meilleures efficacités sont obtenues. Comme a dit Gaël, je reprends, c'est plus facile de combattre un bébé mauvaise herbe qu'un mauvais herbe adulte. Donc, c'est normal. Donc, on a les mêmes doses à l'hectare, 1 litre hectare, mais pour vraiment que le produit arrive à sa cible il faut être en contact avec les mauvaises herbes, principalement par voie foliaire. Pour le swipe, on a une certaine absorption racinaire, mais il faut que le
traitement, que le produit soit en contact, ça va de soi. On fait le focus sur le produit, mais on suppose, et bien sûr on le fait, on le refait à chaque fois, on recommande de faire un bon réglage des pulvérisateurs, une bonne qualité de traitement, une buée calculée, bien calculée. Vous savez, à titre d'exemple, si on est tôt, on peut utiliser moins de buis à l'hectare et on peut contrôler voilà, notre traitement et la qualité du jet pour arriver pour que le produit soit vraiment en contact avec sa cible. Oui, la slide d'après, s'il vous plaît. Voilà, c'est en résumé. Pour résumer ce qu'on a dit, les avantages du swipe, c'est qu'il contrôle un large spectre des graminées et de dicotes. Ça, c'est l'association de la composition et la technologie Syngenta en termes de formulation qui permet une très bonne efficacité, mais aussi une très très bonne sélectivité. Autre point, c'est l'effet, on va dire, non résiduel ou l'effet sur les cultures subséquentes ou parfois même, en cas de sécheresse, il y a des produits qui restent dans le sol, même une année après, on peut observer le blocage au niveau des cultures subséquentes qui arrivent par la suite, même, c'est pas qu'en cas de sécheresse, parfois il y a un effet sur les cultures de printemps qui sont semées après les céréales ou bon, que ce soit l'orge ou le blé. Donc ça, c'est parmi les avantages. Donc c'est la nouveauté que apporte pinoxaden en tant que produit herbicide dans les cultures de céréales. Bien sûr, un produit ne peut pas contrôler toutes les mauvaises herbes existantes, surtout s'il y a des mauvaises herbes problématiques, où on recommande de faire un traitement précoce, bien sûr, parce qu'on vise dans un premier temps les graminées problématiques, mais il y a des mauvaises herbes qui sont à émergence, on va dire, printanière, ou qui arrivent après l'hiver, donc que ce soit le cas du chrysanthème, le coquelicot, même le coquelicot résistant, on a vu les cas de résistance. On peut utiliser, on fait appel à nos produits anti-dicote. On ne présente pas le DLN Super, c'est de loin l'anti-dicote la plus utilisée. D'ailleurs au Maroc, je ne sais pas en Europe, qu'est-ce qu'on vraiment les chiffres ou bien les volumes utilisés, mais Dialine Super est très, très connu parce que c'est l'association de 2-KT, des phytohormones et des dicambas. Donc, c'est une solution très, très, et il reste d'ailleurs très, très efficace. Aussi, la même chose, le swipe peut être dans un programme associé au lean tour. Parfois, c'est l'exemple des mauvaises herbes autres comme le chardon ou le fume terre. On a besoin vraiment de traiter précocement. Donc, pour traiter précocement, on peut utiliser l'inture parce que même en conditions de froid, en conditions de début de cycle pour la céréale, il est plutôt préconisé de passer l'intour en tant que solution dicote ou même en association avec un antigraminé Syngenta pour avoir un large spectre complet et ne pas affecter la céréale. La dose du swipe, pour rappel, est de 1 litre et une flexibilité d'usage qui nous donne une possibilité de vraiment même de 2-3 feuilles jusqu'à dire fin talage ou au début montaison. Mais la recommandation, bien sûr, pour nous, pour le Maroc, c'est de traiter très très tôt pour avoir une meilleure efficacité. La slide d'après, s'il vous plaît. Voilà, on termine par un homologue du swipe ou un produit qui est plus ou moins similaire. Bien sûr, au swipe, c'est le navigateur. Vous voyez toujours la nouveauté, c'est le pinoxaden, mais cette fois-ci associé que florazulam. On n'a pas donc, le produit peut être utilisé et d'ailleurs, il est très homologué sur blé dur, blé tendre, mais il est extensible. Il peut être utilisé sur l'orge, comme on a dit, le pinoxaden, il est sélectif vis-à-vis de l'orge, les mêmes caractéristiques que Swipe, un multicéréal et associé avec une référence
de traitement antidécote qui est le Florazulam. Et en résumé, c'est un produit qui nous donne une excellente performance, un excellent contrôle des mauvaises herbes, bien sûr, à une rapidité d'action. Et donc, du coup, l'essentiel, c'est de réduire la concurrence du début de cycle et du coup, donner un vrai démarrage ou un vrai boost à la céréale. Lorsque la céréale n'est pas sujet à la concurrence, pas que la céréale, mais là, on parle des céréales, la concurrence de début de cycle, parfois, ça cause des dégâts non rattrapables, non rattrapables en termes de réduction de rendement. Bien sûr, rattrapable en termes, on peut traiter, mais on aura perdu quelques quintaux à cause de la concurrence en début de cycle. La même chose pour le swipe. Navigator nous donne une possibilité d'avoir une grande flexibilité du début talage jusqu'à fin talage ou montageant, un effet rapide. Et grâce à sa formulation, même dans les cas de basse température, mais on ne parle pas des cas extrêmes, hein, on parle des températures basses. Parfois, lorsqu'on a en absence de pluie, il y a des températures qui sont en deçà de 8, parfois même moins que ça, mais en deçà de 5, on ne recommande pas de faire un traitement de ce genre parce que quand même le Safener ou le phytoprotecteur a un gradient de protection, d'inhiber la matière active dans la céréale, mais quand même il faut avoir un minimum de conditions de température. Mais en comparaison avec d'autres familles chimiques antigraminées, ça reste une solution. C'est faisable de traiter dans le début de cycle et en conditions de température légèrement basse. Comme on a dit, on peut traiter tout type de céréales présents au Maroc grâce à faculté et la possibilité que donne ce mélange de pinoxadène plus florazulam. La même chose, c'est une formulation qui est optimisée donc pour donner une solution sûre et viable pour le moment pour les céréaliers du Maroc. Comme ça, on aura fait le tout pour les recommandations de Syngenta. Si vous avez des questions ou des remarques, je laisse la main à Abdelaziz. Merci Younes. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci Dr Tanji, merci Gaël.